Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreux pour cette soirée libraire invitée sans invité. Donc c'est un peu particulier. Donc vraiment merci de tout cœur d'être venus. Donc suite à cette annulation de dernière minute, on a essayé de faire de notre mieux. Donc on s'est réparti. Alors c'était quand même un grand coup de chance, c'est que les deux libraires invités, donc Pierre-Olivier Sanchez des éditions Passage du Nord-Ouest et Juan Francisco Ferré, un de ses auteurs, avaient choisi leurs livres. Et par chance, en fait, en se mettant à 4, on les avait plus ou moins déjà lus. Donc on n'a pas eu à se précipiter. Surtout que, comme vous allez le voir, ce ne sont pas des livres très minces qui ont été choisis. Donc voilà, ça aurait été un peu de travail, je pense que ça aurait été difficile. Donc là, on a réussi à se répartir ces livres, et donc on va en profiter pour faire ce qu'on avait prévu de toute façon ensuite, c'est-à-dire vous parler des livres qu'on préfère, en fait, ou qu'on aime beaucoup, au sein du catalogue des éditions du Passage du Nord-Ouest. Donc voilà. Donc je vais commencer par un premier choix qui est un choix de Pierre-Olivier Sanchez. Donc c'est un livre. Alors c'est un livre qui est un peu atypique dans la sélection, puisque c'est Voyage du condottiere d'Andrés Suárez. Alors Andrés Suárez, il est né en 1868, il est mort en 1948. Quand il était gamin, c'était un élève prodige, mais il était très pauvre et tôt orphelin. Le tournant dans sa vie, en fait, c'est quand il fait en 1893, à 25 ans, un premier voyage en Italie. Ce premier voyage sera à pied. Donc il le fait juste après avoir réussi l'école normale supérieure d'Ulm et échoué à l'agrégation d'histoire. Après ça, il va devenir une figure littéraire complètement mythique en fait, dans l'entre-deux-guerres et l'un des 4 grands animateurs de la NRF avec Gide, Claudel et Valéry. Alors, le voyage du condottiere, ça a été publié en 3 tomes. Grosso modo, un tome Venise, un tome Florence, un tome Sienne, entre 1914 et 1932. Il y a travaillé une grosse partie de sa vie, en fait, tout en publiant un tas d'autres livres, mais dont l'histoire littéraire n'a pas gardé une immense trace, hein, curieusement. Il se consacrait beaucoup à son métier d'éditeur, de découvreur et de directeur de revue, et moins en fait à sa propre écriture. Donc, sauf pour ce voyage du condottiere, qui est un vrai faux guide de voyage, qui est nourri par une culture réellement phénoménale, en peinture, en sculpture, en architecture, en littérature, en histoire italienne, principalement du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais encore très spectaculaire pour le XVIIIe et le XIXe siècle. Alors sur 3 tomes et 550 pages, c'est une succession de chapitres qui sont courts ou très courts parfois, qui décrivent dans l'ordre réel d'un voyage qu'il a fait, et ensuite dans lequel il a rajouté les voyages suivants, qui décrivent des villes, des lieux, des routes. Alors parfois c'est flamboyant, épique, parfois au contraire c'est très poétique et intimiste. C'est parsemé d'incises qui sont consacrées à un peintre, à un sculpteur, à un tableau, à un écrivain, à une figure historique. Alors bon, vous savez, ok, c'est un guide de voyage, quoi, c'est vachement bien, mais il y en a plein. Mais en fait, ce qui donne sa patte toute particulière au voyage du condottiere, c'est que probablement la phrase « Dieu vomit les tièdes » a dû être inventée pour Andrés Suárez, parce que ce qu'il y a dedans, c'est une passion dévorante, un engagement permanent, surtout sur des très grandes choses, ou sur des petits riens. Il met la même énergie, la même hargne à défendre le fait que ce pont est plus beau que celui-là, ou que machin est un plus grand tyran que le truc, hein, et avec une énergie incroyable. Alors cette énergie incroyable, c'est aussi avec une prodigieuse mauvaise foi, mais qui fait plaisir à voir, tellement il n'a aucune hésitation à pourrir des grands noms, et au contraire à monter au pinacle un peintre totalement obscur. Alors pas que, hein, c'est aussi un très grand défenseur de Giotto, un très grand défenseur de Michel-Ange, mais il est d'une férocité avec Raphaël, par exemple, étonnante. Il est aussi parfois d'une grande mansuétude. Dire oui, bon d'accord, ce tyran c'était un monstre abject, il était d'une bêtise effroyable, mais toute sa vie il a protégé tel peintre, donc respect. Et tout ça donc en un flot donc, assez ininterrompu. Alors parfois c'est un petit peu trop métaphysique, hein, à mon goût, hein, sans doute pas celui de Pierre-Olivier Sanchez, mais il avait qu'à être là. Parfois c'est un petit peu grandiloquent, mais néanmoins je considère comme Pierre-Olivier Sanchez que c'est le livre pour voyageurs un peu sauvages et un peu cultivés en Italie du Nord. En Italie du Nord, parce que ça s'arrête à Rome. Hein. Rome c'est un peu l'ennemi, et on parle surtout l'Italie du Nord. Voilà, je vais juste vous lire un très court extrait. Qui est vers la fin. Il se peut que la plus grande beauté ne soit pas où il la trouve.
C'est pourtant là qu'elle est pour lui. Comme il lui parle, elle répond. L'entretien est infini que la passion nourrit après l'avoir fait naître. La fringale des fauves ne désarma jamais, pas plus que leur prudence. Mais il vient un temps où l'on ne dévore qu'en esprit. Comme un enfant, il a voulu toute l'Italie. Il a bientôt compris qu'une telle convoitise est abstraite autant qu'elle est esclave. Elle n'est pas de l'amour ni de l'art, elle est de la politique. Un pays fait masse et nombre. La passion, comme l'art, ne vit que de choix. La poésie est la partialité suprême. Je veux, dit le condottière, que ma vie se prête à la vie de tout l'univers et qu'elle y aide. Mais je ne donne mon âme qu'un objet unique entre tous les objets. Ce monde marche par nous et marchera bien sans nous, que l'esprit persévère dans son combat pour l'harmonie et la beauté, mais nous n'avons que faire de jeter encore un geste discordant au milieu de la cohue, une autre vague dans le désordre de cette mer orpheline du calme. Bien heureuse l'action qui défend les hommes de se faire machine. Mais la pensée, en lutte perpétuelle avec le train mécanique de la vie, est une action suprême. L'esprit de beauté est l'arme divine qui défend l'homme de l'automate. Voilà, ça représente assez bien ce qui est à l'œuvre, hein, dans tout ce qui transparaît tout le long de cette découverte de la culture italienne qui est d'une largeur et d'une profondeur sidérantes.